Pas moins de 20 tomes sortis ce jour, 60 millions d'exemplaires vendus, 2 light novels, un animé exporté dans plus de 71 pays et un film diffusé au cinéma. Jujutsu Kaisen est un succès colossal au Japon comme dans le monde entier. Avec un univers aussi riche, vous avez sûrement loupé plein de mystères et anecdotes sur la série, autant de secrets qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Jujutsu Kaisen n'aurait pas dû exister. Saviez-vous qu'au départ, Yuji Itadori n'était pas censé être le personnage principal du manga? En réalité, ça devait être Yuta, le héros du tome 0, sorti en même temps que le 5ème volume en France et adapté en film en 2021. Vous pensiez que c'était une sorte de préquel, une histoire bonus? Eh bien vous aviez tout faux. En avril 2017, un jeune mangaka de 25 ans, Gege Akutami, publie dans le Shonen Jump Giga un petit récit de 4 chapitres nommé L'école d'exorcisme de Tokyo. Bon, l'auteur n'a pas trop d'espoir non plus, après tout c'est un petit manga, il est jeune, mais il a été publié dans le cousin du Jump, c'est déjà une grande réussite. Et le succès était impossible à prévoir. À l'époque, Akutami venait de sortir d'une école d'audiovisuel, il voulait être monteur vidéo, donc ça n'avait rien à voir. Il a juste été assistant sur quelques mangas, notamment Kiss Death. Sauf qu'en 2018, sa petite histoire a fait parler d'elle, et le Shonen Jump lui a carrément proposé une place pour une série. Ouais, directement, ouais. Et ça n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Akutami reprend son ancienne histoire et l'enrichit avec de nouveaux personnages. Ça donnera naissance à Jujutsu Kaisen, combat de sorcellerie en japonais. Et étonnamment, l'école d'exorcisme de Tokyo, sa petite série en 4 chapitres, est canon dans cette série. Elle sera renommée Jujutsu Kaisen 0. Et c'est quelque chose d'assez inédit en fait. Rien que le film adaptant ces 4 chapitres est le 9ème long métrage le plus rentable du Japon. Plus de 166 millions de dollars récoltés dans le monde. Dites-vous qu'en 2021, au box-office international, il était entre Matrix 4 et Suicide Squad. Et les deux héros de ces histoires de Gege Akutami sont assez proches d'ailleurs. Les deux sont dépassés par un pouvoir démesuré qu'on leur a imposé, ils ont le même maître, ils sont bienveillants avec tout leur entourage. Yuta est simplement le prototype de Yuji, et en persévérant avec le même univers, Gege Akutami réussira le coup de force de vendre 3 millions d'exemplaires de sa série en un an, 3 fois plus que Demon Slayer sur la même période. La série se vend même mieux que des gros mastodontes tels que Dr Stone ou Black Clover, comme quoi la persévérance, ça a du bon. Et pour passer autant de temps à attendre, rien de mieux que notre partenaire Crunchyroll. Avec Manga Trash, on vous propose un essai gratuit de 14 jours avec le lien que vous trouverez dans la description. Oui, en enchaînant les nuits blanches, vous pourriez finir l'Attaque des Titans ou My Hero Academia gratos. Bon, après la plateforme est tellement quali qu'il est à peu près certain que vous voudrez poncer tous les autres gros titres dispo sur leur catalogue. De quoi vous permettre de profiter allègrement du simulcast de One Piece, sous-titré en français quelques heures après la diffusion japonaise. Mais si vous avez déjà vu ces séries, j'en ai plein d'autres à vous conseiller. Je vous propose donc mon petit top 5 personnel du moment si vous voulez en profiter. Blue Lock, animé de sport qui était super attendu par ses fans et qui tient clairement ses promesses. Même moi qui étais assez sceptique, j'ai vite été séduit par la série. Spy Family, qui est un des animés les plus drôles et les plus mignonnets que j'ai vu depuis longtemps. L'Attaque des Titans, manga de la décennie 2010 qui devrait voir arriver sa fin courant 2023. Jujutsu Kaisen, évidemment, animé d'exorciste qui attend sa saison 2 très prochainement. La série est tellement cool que le temps que ça arrive, vous pouvez largement vous refaire un kiff en regardant ce banger à nouveau. Mob Psycho 100, qui est un de mes animés préférés par le papa de One Punch Man et qui est une expérience vraiment unique. Mais tout cela fait presque pas le figure à côté de Chainsaw Man! Chainsaw Man, nom de Dieu! Un de mes mangas préférés, écrit par un de mes mangakas préférés qui se permet d'avoir un des meilleurs openings de l'année en étant l'animé le plus attendu de l'année. Allez me regarder cette masterclass si vous ne vous y êtes pas encore intéressé. Avec Crunchyroll, toutes ces séries sont disponibles en HD et sous-titrées en français et disponibles sur toutes les plateformes que vous connaissez en fait. Le lien est disponible dans la description, merci à eux. Jujutsu Kaisen serait inspiré d'une histoire vraie. En 2005, sur l'équivalent d'un Reddit japonais, un ouvrier poste un témoignage intriguant. Lui et ses collègues auraient trouvé au cours de leur travail une boîte en bois de 2 mètres de long. Qu'est-ce que ça pourrait être? Après tout, c'est cloué, scellé, il y a même des parchemins avec des inscriptions tout autour. Et sur l'un d'eux, ils peuvent y lire cette inscription « Ryomen Sukuna est scellé ici ». Heureusement, ils ont trop peur pour l'ouvrir, ils vont donc appeler un prêtre local qui va leur demander de ne rien toucher avant son arrivée. En attendant, ils vont retourner à leurs occupations, donc laisser la boîte sans surveillance, et quelques heures après, ils reviennent pour découvrir qu'elle a finalement été ouverte. Près d'elle, 3 garçons, figés, terrifiés par ce qu'ils viennent de voir. Dans la boîte, il y a un cadavre momifié avec 2 têtes, 4 bras et 4 jambes. Le prêtre arrive, mais c'est trop tard, il déclarera que ces gens sont perdus, même s'il les exorcise, ça ne changerait rien, leur vie est fichue. Et en effet, dans les 3 jours qui ont suivi, 3 des ouvriers présents attrapent une pneumonie et 2 des étudiants sont morts. Le 3e finit en hôpital psychiatrique juste après. L'ouvrier qui a écrit son histoire
sur le forum et retrouvé mort le lendemain. Sympa, non? Bon, en fait, calmez-vous, c'est une creepypasta, donc rien de bien sérieux. Mais alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? D'où est-ce qu'elle pouvait bien venir? Eh bien, selon la légende, au 19e siècle, un certain Mononobe Tengoku achète des jumeaux siamois lors d'un spectacle de monstres. Il faisait partie d'une sorte de secte religieuse et les a enfermés dans une pièce remplie avec d'autres personnes difformes selon lui. Son but, les laisser s'entretuer, et finalement, lorsqu'il rouvre la porte, il ne reste plus que les frères siamois. Et pour les récompenser, il va alors les momifier. Ouais, cette pratique a un nom, le Sokushin Butsu. Au Japon, les moines se momifiaient vivants pour que leur corps ne se décompose jamais et qu'ils meurent en atteignant l'illumination. C'est grâce à ça que le corps de la boîte a été retrouvé. Et il ressemble à ça. Si vous êtes un énorme fan de Jujutsu, ça doit vous rappeler quelque chose. Dans le premier chapitre du manga, vous trouverez cette illustration. Et oui, en arrière-plan, c'est bien un Sokushin Butsu. Toute l'histoire du manga est en fait inspirée par cette légende urbaine. Une légende urbaine certes, mais qui a une origine bien concrète, parce que Ryomen Sukuna a réellement existé. En l'an 720, des vieux manuscrits japonais nous parlent d'un être de 3 mètres de haut à 2 visages, mais aussi avec 4 bras et 4 jambes. Bon, il y a quand même quelques différences. Déjà, pour beaucoup, c'est une divinité plutôt bienveillante, certains mythes racontant qu'il aurait même rendu beaucoup de services aux hommes, comme tuer un dragon maléfique qui menaçait le monde entier. On est assez loin du méchant qui veut détruire l'humanité. Les références mythologiques dans Jujutsu Kaisen. Forcément, en parlant de démons et d'exorcisme, on pouvait s'attendre à plusieurs références religieuses. La plus évidente étant Nobara qui utilise des clous, des poupées et un marteau pour se battre, faisant fortement penser au vaudou. C'est évident, je sais, et pourtant c'est totalement faux. Sa technique est en fait un rituel shintoïste, Wara Ningyo de son vrai nom, et c'était très mal vu à l'époque. Et des références comme ça, il y en a beaucoup d'autres. La plus incroyable concerne la technique de Megumi, consistant à invoquer des animaux à partir de son ombre, qu'il appelle la voix des 10 ombres. Dans son premier combat contre Sukuna, le fléau lui parle d'un trésor. Vous n'aviez pas compris, et c'est normal. En fait, il fait référence aux 10 trésors sacrés conservés au sanctuaire Izonokami au Japon. Ça existe vraiment, et chaque artefact possède un symbole qu'on retrouve sur chaque familier de Megumi. Ces reliques sont divisées en plusieurs catégories. Il y a 2 miroirs, une épée, 4 pierres et 3 châles. L'éléphant et le crapaud par exemple représentent les miroirs. Chaque invocation représente un objet, donc on peut sans sourciller présumer que Megumi est capable d'invoquer 10 familiers différents. Parmi les familiers, on retrouve Makora, le général céleste impie, qui porte d'ailleurs le même nom que l'un des 12 généraux célestes dans le bouddhisme. Et Megumi, comme toutes les personnes utilisant la même technique que lui, n'ont jamais réussi à le contrôler. On peut voir sur lui quelque chose d'assez intéressant, une sorte de roue à son sommet. Il s'agit d'un Dharma Chakra, une roue de chariot à 8 rayons, l'un des symboles bouddhistes les plus anciens répertoriés. Chacun de ces rayons représente une voie de l'enseignement bouddhiste, comme la concentration, l'effort ou encore la vision. Et d'ailleurs, dans le chapitre 70 du manga, vous trouverez Geto prenant une pose assez étrange. C'est en fait une référence à Bouddha qui est souvent représenté de cette manière. On peut dire qu'Akutami a énormément travaillé son œuvre et fait de nombreuses recherches pour respecter un maximum le folklore japonais. Mais il y a aussi tout un pan de sa culture qui l'a beaucoup inspiré. Jujutsu Kaisen s'inspire de vos mangas préférés. Akutami a grandi dans les années 90 et ça se sent, son manga est extrêmement influencé par ceux de son enfance. Jujutsu Kaisen c'est poseur comme Bleach, drôle comme Naruto et Yuri est un orphelin possédé par un démon surpuissant, ça je pense que ça vous parle comme pattern. Mais sa plus grande référence c'est l'auteur de Hunter x Hunter, Yoshihiro Togashi. Leurs dessins se ressemblent, ça n'a pas l'air hyper soigné, c'est nerveux et sec, l'histoire est décalée avec de l'humour là où on ne l'attend jamais. On retrouve même cette tendance à ajouter des méchants presque mythologiques dans leur représentation. Meruem, Hisoka, Sukuna, ils sont tous iconiques dans leurs univers respectifs. Yu Yu Hakusho, grand frère d'Hunter x Hunter, va aussi grandement inspirer Gege Akutami. Les notions de bien et de mal sont tellement floues qu'on a parfois presque de la compassion pour les antagonistes, et c'est quelque chose que Jujutsu Kaisen reproduit dans son manga. Et ce n'est pas vraiment du plagiat, l'auteur a juste rendu hommage à des piliers du manga à son échelle. Et plus son manga avance, plus il vole de ses propres ailes, moins il s'inspire de ses prédécesseurs. Par contre, des clins d'œil, ça y en a encore des tonnes. Quand un mangaka a été fan de plusieurs mangas, il aime bien leur rendre hommage. Gojo par exemple est à lui seul une mine de références. Déjà c'est un grand fan de Digimon, qui va même se moquer d'une digivolution dans le manga. Aussi, beaucoup de gens pensent que son personnage est une référence à Kakashi dans Naruto. Dans l'épisode 6, lorsqu'il entraîne Yuri, ce dernier répond qu'il aimerait bien contrôler un Bankai ou un Rasengan. À un autre moment, il montre des jaquettes de DVD, et on peut voir plein de références, dont une parodie du film Yu-Gi-Oh! Au moins, il a du goût. Et dans le manga, prenez la couverture du premier tome. Ouais, ça fait complètement penser à du
Parasite. Même si Akutami n'a jamais cité le manga dans ses références, on peut y voir là un clin d'œil plutôt sympa. Il y a aussi dans le chapitre 195 où on voit un homme trouvant une épée dans un carton à jouets. Ça pourrait être n'importe quel sabre, je vous l'accorde, mais lorsqu'il le prend, on entend « premier mouvement en taille de l'eau calme », petite référence évidente à Tanjiro dans Demon Slayer. Gege Akutami est aussi un grand fan de cinéma américain, il dit même travailler avec Netflix en fond sonore, un peu comme Yuji regarde plein de films pour s'entraîner, et qui a d'ailleurs un poster de Jennifer Lawrence dans sa chambre. On y trouvera même des références à Tom Cruise, Tom Hanks et même au Seigneur des Anneaux. Après, il ne faut pas penser que l'auteur se contente de piquer des trucs à droite à gauche, il est aussi très inventif et va utiliser tout ce qu'il y a autour de lui pour créer des personnages. Yuji Itadori par exemple, son héros est inspiré de son propre frère, qui complètement à l'opposé de lui réussit tout, est fort dans tous les domaines, et est toujours là pour aider tout le monde. Même le nom de son héros, Itadori, vient d'une plante médicinale très connue au Japon, comme quoi il voulait vraiment écrire un héros qui est là pour aider les gens. Comment expliquer un tel succès ? Le Jump a toujours visé un public jeune. La cible édito, c'est les garçons de 8-18 ans, alors il faut capter leur attention. Et ça, l'auteur le sait bien, et il fabrique des personnages comme le veut la tradition. Il est vrai que Jujutsu Kaisen a tout du shonen classique, le thème de l'amitié, un arc de tournoi, des jeunes héros qui vont à l'école, mais là où il se démarque, c'est dans son réalisme. Tout est plus contrasté et plus crédible, vous ne verrez pas le héros parler 3 heures avec le méchant pour lui faire changer d'avis sur ses idéaux comme dans Naruto. Les énergies occultes lient les utilisateurs à leur psyché, et leurs émotions deviennent de vrais enjeux d'action et un mécanisme central de l'intrigue. On a déjà vu Itadori tabasser du fléau quand il était dans une colère noire. L'auteur le dit lui-même, gentil comme méchant, personne ne détient la vérité. Certains tuent par pur égoïsme, d'autres sont obligés de le faire, sauf que personne n'a raison, on est juste guidé par notre propre éthique. Il refuse de faire un méchant qui serait en fait gentil, avec un bon fond, il n'a pas envie de lui pardonner, ni de le mépriser. Finalement, l'humanité est peut-être vraiment un fléau qu'il faut détruire, qui sait. C'est cette noirceur-là qui rend le manga unique. À la fin des shonen, le héros est souvent exposé à la grandeur, à la gloire. Naruto devient Hokage, Izuku deviendra bientôt le numéro 1 des héros, Luffy est prédestiné à devenir le roi des pirates, mais pour Jujutsu Kaisen, c'est pas la même. Rappelez-vous qu'à la base, Itadori aurait dû être tué par Gojo Satoru, c'est ce dernier qui aura l'idée de l'utiliser pour se débarrasser définitivement de Sukuna, un des fléaux les plus menaçants du monde. Sacrifier un ado et l'exposer à 1000 souffrances pour éliminer une menace potentielle, j'avoue ne pas être très fan du concept. Mais du coup, à la fin du manga, si le héros gagne, il va juste mourir, c'est un thème qui revient d'ailleurs très souvent dans l'histoire et la marque profondément. Tout ça permet à la série d'élargir son public. Oui, c'est destiné à des adolescents, mais c'est lu à 53% par des adultes. Le responsable éditorial du manga dira que c'est en fait un seinen pour enfants ou un shonen pour adultes, selon votre angle. Et en ça, le manga est une vraie réussite, ça ne plaît pas forcément à tout le monde, mais il fait partie du renouveau des codes du shonen neketsu. Il prend ce qui a déjà été fait et il le modèle à sa manière pour le rendre plus en adéquation avec notre époque. Pour certains, le manga n'est qu'une copie, voire un vulgaire plagiat de tout ce qui existe et manque d'originalité. Pour d'autres, c'est une référence, car une vision parfaite de ce qu'ont pu faire ses prédécesseurs. Jujutsu Kaisen redéfinit à son échelle ce que devrait être un shonen, et il a déjà prouvé que le public était prêt à suivre de tels mangas.